Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de quelques analyses techniques qui m'ont été celles qui ont été le plus demandées cette semaine. Avant de commencer les avertissements d'usage, il ne s'agit pas d'une vidéo de conseil, il s'agit d'une vidéo de partage où j'expose ma façon de travailler. Les traders expérimentés ne fonctionnent pas à l'émotion, ils ne fonctionnent pas à l'impulsion, il s'agit simplement d'utiliser des configurations qui vous donnent un avantage statistique en sachant que vous aurez raison à peu près une fois sur deux en tant que débutant et qu'il faut toujours avoir un objectif supérieur à la perte potentielle. C'est comme ça que vous gagnerez de l'argent, même en ayant raison une fois sur deux. Si vous gagnez plus quand vous avez raison que vous ne perdez quand vous avez tort, c'est mathématiquement la façon de gagner quand vous débutez et même après, très souvent. On va donc commencer par solution 30 qui est l'action qui peut être la plus difficile à analyser, mais elle m'a été demandée, donc on va essayer de s'y atteler. Tout d'abord, regardez les tendances. La tendance de court terme, elle est haussière puisque vous voyez, on est au-dessus de la M7 qui monte. La tendance générale est haussière car on est au-dessus de la M20 qui monte et la tendance de fond est également haussière car on est au-dessus de la M50 qui monte. La bonne nouvelle, c'est qu'on vient également de repasser au-dessus de la M200. Ça veut dire que la tendance de long terme est maintenant pas haussière puisque la M200 est plate, mais en tout cas, elle n'est plus baissière comme elle a pu l'être. Dans ces conditions, que faire suite à une progression de 27%? Comme vous voyez, on a même été beaucoup plus haut en séance puisqu'on s'est adjugé jusqu'à 37%. Malheureusement, le reflux auquel on a assisté dans la journée est dû au fait qu'on est venu taper une résistance. Ici, la résistance journalière des 14,1, 14,8. Pourquoi est-ce une résistance? Parce que c'était un support. Et en analyse technique, on sait que lorsqu'un support est cassé, très souvent, il change de polarité et il devient résistant. C'est ce qui s'est produit là. Il a été cassé, il a changé de polarité et il a bloqué les cours au point près. C'est également la même logique pour les résistances. On avait une résistance ici qui a bloqué les cours de nombreuses fois. Elle a été cassée. Donc il faut maintenant envisager que ce soit un support par la règle du changement de polarité. Vous trouverez plein d'exemples de cette nature sur le graphe. Les supports cassés deviennent résistance et inversement. Le problème pour ceux qui veulent se porter acquéreurs à présent, c'est que nous sommes justement, vous l'avez compris, face à une résistance. Acheter alors qu'on est face à une résistance est quelque chose de dangereux. On est un petit peu dans cette configuration ici. Vous voyez, une fois qu'une résistance a été créée, acheter expose quand même à des déconvenus. Donc les traders qui sont expérimentés attendent plutôt que l'on casse cette résistance avant d'acheter pour justement balayer l'obstacle. Alors, normalement, il faudrait effectivement attendre que l'on clôture au-dessus des 14,8 l'année prochaine, enfin la semaine prochaine, pour acheter. Mais une fois qu'on a fait ça, il faut également savoir qu'il faut que le ratio gain-risque soit intéressant. Il est toujours délicat en trading de viser un objectif plus haut qu'une résistance. On peut le faire, mais ça demande quand même de l'expérience. La prochaine résistance importante, elle est la 18,1. Ça veut dire que si on achète une fois que l'on a clôturé au-dessus de la résistance journalière, elle est au hasard à 15,3. Ça vous donne un objectif qui serait d'aller gagner 21%. Il faut donc que vous risquiez au maximum 21%, de telle manière que si vous avez raison, vous gagnez plus que si vous avez tort. 21% en dessous de votre prix d'achat, ça veut dire ici 12,3 à peu près. Donc ça, c'est pour avoir un ratio gain potentiel, risque potentiel de 1 pour 1. Si on met un stop loss, c'est-à-dire une sortie de trade à moins 16%, vous avez un ratio gain-risque qui est intéressant parce que vous risquez de gagner 21%, vous risquez de perdre 17-16%, vous avez beaucoup plus à gagner qu'à perdre et vous êtes protégé par ces deux zones qui sont susceptibles d'être un frein à la baisse. Donc voilà comment je m'y prendrais si je voulais acheter solution 30. Maintenant, si j'étais déjà actionnaire, ce que je ferais sans doute, il y a deux solutions à faire. Soit on ne fait rien parce qu'on croit dur comme fer dans le potentiel de l'action et on pense que la résistance va voler en éclats. Soit, deuxième solution, donc on cristallise une partie des gains, c'est-à-dire on prend une partie des bénéfices maintenant
Et on peut éventuellement envisager de sortir le reste de sa position si on devait clôturer en dessous du support intermédiaire des 13,5, 13,8, puisqu'effectivement, ça nous a servi de base de rebond aujourd'hui. Mais si on devait clôturer en dessous de 13,5, 13,8, il y a des chances pour qu'on aille chercher les 10,83, 11,20, puisqu'il n'y a pas d'autre véritable palier de sécurité. Voilà ce qu'on pouvait dire pour S30. Si votre voyage s'arrête ici dans la vidéo, je vous invite à regarder les podcasts que je vous propose sur mon site. C'est un podcast, à chaque fois c'est un podcast d'un trader, d'un analyste technique, l'un ou l'autre ou les deux expérimentés. En regardant ces podcasts pendant votre jogging, pendant votre running, pendant votre marche, vous apprendrez énormément de choses sur le trading de la part de traders qui ont fait leurs preuves. On passe tout de suite à l'action suivante. Et on enchaîne avec Clara Nova qui m'a été beaucoup demandé aujourd'hui. Vous pensez bien avec 14,4% au compteur et regardez ces volumes énormes, colossaux auxquels on a pu assister aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui est donc significatif puisque quand il y a des volumes, ça veut dire généralement que des grosses institutions entrent en général, je le dis. Maintenant, voilà le problème avec Clara Nova. Comme vous pouvez le constater, nous sommes au milieu d'une forêt de support et de résistance. Si on regarde la tendance, regardez, la tendance de court terme, elle est haussière, ok, puisqu'on est au-dessus de la M7 qui monte. La tendance générale est haussière car on est au-dessus de la M20 qui monte. La tendance de fond est haussière car on est au-dessus de la M50 qui monte. Et la tendance de long terme est haussière puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte. En plus, avec un croisement M20, M50, c'est totalement encourageant, on va dire. Mais comme vous pouvez également le constater, on a beaucoup d'obstacles devant nous. Cette résistance journalière des 7,98, 8,52 correspond à une zone qui a bloqué les cours. C'était ici, vous voyez, sur toute la zone de fin 2019 et également début 2020. C'est une zone qui a bloqué les cours de manière très franche. On aura des difficultés sur cette zone. Et d'ailleurs, on est au contact de cette zone. Et puis en deuxième rideau, la résistance journalière des 9,29, 9,88. Regardez, c'est aussi un mur qui s'est effondré sur les acheteurs et qui est à l'origine de la décrue massive à laquelle on a assisté finalement depuis encore plus longtemps, depuis 2019. Et encore derrière, on a, bon ça devient lointain, mais on a une résistance de long terme à 10,3, 12,6 et j'imagine que si déjà on va jusqu'à là, certains seront contents. En tout cas, jusqu'à la résistance journalière des 9,29, il y a un potentiel de 15%. Jusqu'à la zone de résistance de long terme, il y a un potentiel de 28%. Le problème, c'est que pour acheter, eh bien, il faut avoir des objectifs qui sont au moins équivalents, on l'a dit déjà tout à l'heure, à la perte potentielle. Autrement dit, si vous achetez maintenant, il faut mettre un stop loss, c'est-à-dire un prix de sortie de votre trade avec une perte qui soit inférieur normalement à l'objectif que vous fixez. Clairement, si vous visez par exemple au moins les 9,29, c'est-à-dire 16% de hausse, il faut que votre stop loss ne soit pas supérieur à 16%. Ça voudrait dire par exemple le mettre en dessous du support journalier des 7,48, 7,68, puisque c'était une résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité. Donc si on veut viser 16% et qu'on met un stop loss en dessous du gap, voilà, à 14,5%, bon, c'est un ratio gain-risque qui est un peu supérieur à 1. Ça va. Il faut s'attendre à ce que ce gap soit effectivement défendu, vu qu'il a été créé aujourd'hui avec des volumes colossaux. Autre solution, vous pouvez prendre les choses à l'envers. En imaginant que vous ayez un stop loss vraiment très conservateur, en dessous du support journalier et en dessous du gap, mettons à 16%, vous visez la résistance long terme à plus 28%. Voilà, le ratio gain-risque est assez intéressant. Mais ça fait des stop loss qui sont assez larges. C'est pas impossible. On a souvent des stop loss avec des chiffres aussi importants à 20%, mais il faut simplement adapter la position. Une autre solution consisterait, pour avoir un stop loss plus serré, de mettre le stop loss juste en dessous de la bougie du jour à 9%. En considérant que, encore une fois, la bougie du jour est significative et qu'on n'est pas prêt de revenir. Ce qui permettrait
avec un stop loss à 9%, de se contenter d'un retour sur la résistance journalière des 9,29, 9,88 avec un ratio gain-risque intéressant puisque l'objectif est de 16%. Tout ça, bien sûr, à considérer avec une difficulté qui est en face de nous, celle des 7,98, 8,52. Donc, vous voyez, la situation est très difficile sur Claranova parce qu'il y a plein d'obstacles en face de nous. Maintenant, il faut bien savoir l'essentiel. L'essentiel, c'est que la tendance est haussière. Donc, normalement, les acheteurs sont plutôt en position favorable. Donc, pour conclure, si j'étais actionnaire de Claranova, effectivement, je ne vois pas pourquoi je vendrais maintenant. Les plus prudents peuvent éventuellement mettre cristalliser une partie des bénéfices et laisser courir le reste. Le reste, s'ils veulent encore une fois être prudents. Si vous n'êtes pas actionnaire, je pense que la meilleure solution, c'est encore celle-ci, à mettre le stop loss soit en dessous du gap à moins 14, moins 15%, soit en dessous du plus bas de la bougie en visant un objectif nécessairement au moins égal à ce que vous prenez comme risque, sinon ça vaut pas la peine. Voilà ce qu'on pouvait dire donc pour Claranova. Si vous arrêtez la vidéo ici, je vous rappelle que je produis des analyses tous les jours. Vous pouvez me suivre vous abonner à YouTube, à Twitter ou à Boursorama ou encore à Facebook. Je produis encore une fois des analyses de manière quotidienne, donc n'hésitez pas à le faire. On passe à l'action suivante. Et on passe à Stellantis qui m'a été également demandé et qui est dans une situation compliquée. On va commencer par les données hebdomadaires pour que vous compreniez bien le risque qu'il y a actuellement qui pèse sur Stellantis. Regardez cette zone, c'est la zone qui a été fatale à l'action en 2019. Regardez, on est venu créer cette zone et plonger dans la foulée, eh bien, regardez, ça ne s'invente pas, de plus de 60%, quasiment 65%. Non, beaucoup plus en fait, si on regarde la mèche et pas la clôture. Entre les plus hauts atteints et les plus bas atteints, on a fait moins 67%. Et donc, vous comprenez bien que le fait que l'on bute depuis 4 semaines sur cette zone est complètement légitime. Les marchés ont de la mémoire. On revient sur les données journalières. Et on a effectivement cette résistance hebdomadaire qui est là et qui martyrise en fait les haussiers depuis 4 semaines, on l'a dit. Mais on a également un support journalier qui a été créé. Toujours selon le même principe, c'était une résistance. Cette résistance a été cassée et elle a donc changé de polarité. On est revenu dessus, on a rebondi. C'est des phénomènes très fréquents. Et donc à partir de là, on a du soutien sur les 13,86, 14,24 et on a une zone de rejet sur les 14,30, 15,52. La tendance, elle est haussière. La tendance de long terme est haussière, on est au-dessus de la M200. La tendance de fond est haussière, on est au-dessus de la M50. La tendance générale est haussière, on est au-dessus de la M20. Et la tendance de court terme est haussière, on est au-dessus de la M7. Donc il y a vraiment beaucoup de chances pour que cette zone de résistance hebdomadaire soit travaillée encore et encore. Mais encore une fois, on ne peut pas préjuger du résultat des courses. Alors, ce qu'on peut faire à présent, on peut effectivement considérer que c'est parti gagner et acheter maintenant. C'est un peu dangereux, mais on peut le faire. Dans ce cas, il faut absolument mettre un stop loss quand même au cas où il y aura un rejet brutal. Je pense que le stop loss doit être mis en dessous du support journalier ici, en imaginant arbitrairement qu'on le mette ce support à moins 15%, ce qui est toujours possible. On peut envisager moins, mais enfin bon, ça dépend quel degré de perte vous voulez. En imaginant qu'on mette le stop à 12% par exemple, il faut viser au moins 12%. Alors c'est possible, mais effectivement on parie sur le fait que la résistance hebdomadaire va à terme lâcher. Autre solution pour réduire le risque, attendre que l'on passe et que l'on clôture au-dessus de cette résistance hebdomadaire. Et dans ce cas, effectivement, on pourra acheter alors qu'on aura, on va dire, un horizon un petit peu plus dégagé, mais il faut quand même mettre un stop loss, à moins que vous ayez une foi inébranlable dans Stellantis, et le stop loss est mis de manière très classique en dessous d'un support, donc le stop loss resterait à peu près le même. Ça veut dire que si vous achetez, mettons, à 15,7, une fois qu'on a clôturé au-dessus de la résistance hebdomadaire, si vous mettez un stop sous le support journalier, ça vous fait du 14-15% de stop loss, c'est tout à fait possible, il faut simplement adapter votre taille de position et viser au moins 15% pour que le géant vaille la chandelle. Alors au-delà, je le répète, la tendance est haussière, donc c'est pas un pari fou, mais là encore une fois, si vous voulez entrer maintenant, vous êtes face à une résistance hebdomadaire, il faut le savoir. Dernière chose,
Je vais vous montrer simplement pour mémoire hein, les bougies Aiki Nashi. Alors, la bougie Aiki Nashi permet de savoir si la pression est haussière ou baissière, mais d'une autre manière. Et quand vous voyez la bougie Aiki Nashi, c'est toujours une bougie verte sans mèche basse. Donc ça veut dire que la pression est toujours haussière. C'est un élément encourageant pour ceux qui veulent acheter. Maintenant, si vous avez déjà Stellantis en portefeuille, alors si moi j'en avais de deux choses l'une, soit effectivement je prendrais une partie des bénéfices pour ne pas risquer d'avoir une fonte des profits que j'ai fait, soit je ne ferais rien, mais en tout cas il n'y a pas non plus matière à prendre tous les bénéfices. Si j'étais investi sur Stellantis, j'en prendrais peut-être une partie pour cristalliser une partie des plus-values, mais il n'est pas encore une fois complètement déraisonnable de penser que cette résistance hebdomadaire à terme puisse céder. C'en est terminé de l'analyse technique de ces trois actions qui m'ont été le plus demandées. Je souhaite une excellente journée. Je vous invite encore une fois à vous abonner à mon compte YouTube ou Twitter ou Facebook ou me suivre sur Boursorama pour avoir des analyses techniques tous les jours. Et je vous invite également à jeter un œil à mon site où vous trouverez beaucoup de tutoriels, beaucoup de podcasts et beaucoup de choses pour progresser beaucoup plus rapidement que si vous restez seul dans votre coin. À très vite pour d'autres analyses techniques.